Assassinat crapuleux du colonel Majjoulba. S'il y a une affaire qui a ébranlé l'opinion publique togolaise depuis mai 2020, c'est bien l'assassinat du colonel Toussaint Bittel Majjoulba. L'assassinat de cet officier naoudin intervenu dans la nuit du 3 au 4 mai 2020, nuit de la cérémonie d'investiture du président de la République Faure Gnassingbé, est venu comme un mirage pour ternir l'éclat de cette cérémonie haute en couleurs. Cette rocambolesque affaire est digne d'un scénario de film de la mafia sicilienne. La victime a été froidement abattue dans son bureau, d'un coup de revolver. Cet homme d'une stature imposante à fière allure venait d'assister à l'investiture du président Faure Gnassingbé. Est-ce un hasard que ce crime soit commis sur cet officier de valeur le jour même de l'investiture? L'assassinat de ce brave officier a donné lieu à un simulacre de jugement rendu dans la précipitation par un tribunal militaire créé par un décret présidentiel le 24 avril 2023. Ce tribunal militaire était présidé par le magistrat Awal Ibrahim, jusque-là, vice-président de la Cour d'appel de Lomé, aidé des magistrats civils Kossi Foli et Mondo Larré, tous deux, des conseillers à la Cour d'appel de Lomé, de 02, assesseur militaire, d'un 01, représentant du parquet militaire, et d'un 01, greffier militaire. Les jurés et accesseurs militaires étaient les généraux Mohamed Titikina, Gnakoud Berona, Zachary Nanja, Dadjaman Ganawe et le colonel Mourma, qui est le colonel Toussaint Bittel Majjoulba. Le colonel Toussaint Bittel Majjoulba, âgé de 52 ans, est un ancien élève de l'école de guerre du Cameroun et de l'école nationale des officiers du Sénégal. Cet officier naouda surnommé Gros Bras a été éliminé par homicide dans son bureau au camp de Birin dans des circonstances ténébreuses et mystérieuses. En effet, ce qui donne la chair de poule est que ce crime est perpétré à l'intérieur du camp militaire le plus redouté, exécuté selon les règles d'un scénario du Far West américain d'inspiration mafieuse. Il s'est joué sous les troïques. Oui, c'était un crime de sang exécuté avec dextérité au Togo des Gnassingbé et fils. Quand on analyse les circonstances dans lesquelles ce rocambolesque crime a été perpétré, on demeure si perplexe. L'auteur du scénario doit être un excellent professionnel qui ferait des merveilles au Hollywood. Seulement en analysant la mise en scène, on note qu'elle a manqué d'imagination pour bien adapter la scène du crime à l'idée du suicide auquel on voulait tenter de faire croire. Dans le langage cinématographique, on dira sans risque de se tromper que le metteur a manqué de professionnalisme afin de donner à la scène toute originalité. Dans le cas d'espèce et au regard du théâtre du crime, on a l'impression que les criminels ont raté de coller les éléments de la scène à l'idée de départ. Qui est donc le commanditaire ou le vrai coupable de ce crime odieux? La réponse à la question est celle que la famille du défunt et tous les Togolais attendaient. Lorsqu'on essaie de comprendre les circonstances dans lesquelles ce crime a été commis, on a l'impression de faire un voyage au pays du diable où tout est obscur. Comme si on était au cœur de la mafia sicilienne, tout est fait de codes à interpréter, rien que des non-dits flous et obscurs. L'auteur du crime est bien connu, tout le monde le connaît, mais le monde, hypocrite qu'il est, fait semblant de ne pas le connaître. Et pourtant en coulisses, les audacieux n'hésitent pas à le nommer. Son nom est bruyant et visible comme le nez au milieu du visage. Inquiets pour leur vie, les Togolais ont opté pour le silence assourdissant. L'illustre coupable est connu, mais on ne doit pas en parler. Comme dans la mafia, c'est la loi du silence. Celui qui appelle le nom de l'auteur du crime au Togo des Gnassingbé court le risque de le payer de sa vie. Dans ce monde où tout se cache, il est difficile de connaître la tête et la queue d'une situation. Tout tourne en boucle, personne n'accepte connaître personne, personne n'indexe personne, tout le monde connaît tout le monde, mais personne, à part Dieu, prendra le risque d'appeler le coupable par son nom. Tout ce qu'il faut retenir est que tout le monde connaît tout le monde, bien qu'en apparence blancs comme des colombes, ils ont leur tâche en dedans. Les Togolais, hommes, des monstres en puissance. Retenons aussi que dans ce monde les enquêteurs et les criminels sont parfois les mêmes. Ainsi, il est très difficile de démêler les files pour trouver le bon fil conducteur. Dans ce monde où les auteurs des crimes sont en même temps les enquêteurs, comment pourra-t-on déceler le faux du vrai dans une telle situation? Le problème du Togo est que le diable et le saint prennent la soupe à la même table. Dans notre impuissance, nous sommes obligés de vivre comme les animaux de la jungle où les gazelles sans défense sont mangées par les lions, rois de la forêt. Crime dans le camp du premier Bir, un sacrilège qui ne dit pas son nom. La raison qui a créé le plus de psychose chez les Togolais que le crime soit commis dans un célèbre camp militaire. Ou mieux que le camp, pouvait-on se cacher pour être en sécurité? Et pourtant le premier Bir n'est pas n'importe quelle garnison. Ce camp de renommée nationale appelé par le passé camp des forces d'intervention rapide,
FIR, a une réputation légendaire dont les Togolais s'en souviennent encore. C'est dans ce camp réputé pour être une citadelle imprenable que le redoutable colonel fut froidement abattu. Ceci a laissé au Togo l'impression que personne n'est en sécurité nulle part. Le Togo n'est plus ce havre de paix. Oui, cette réputation tant vantée a disparu comme un mirage à compter de cette date du 3 mai 2020. Si on peut être atteint dans un camp, alors où pourrait-on être en sécurité? C'est cette question que tous les Togolais se posent. Qu'est-ce que le général Kadanga Ballo avait-il à gagner dans l'assassinat du colonel Madjoulba? Pour peu qu'on réfléchisse profondément à la portée de cet assassinat ignoble, on se demande si le général Kadanga Ballo avait-il quelque chose à gagner de ce meurtre quand on sait que les deux officiers se vouaient une affection réciproque. D'ailleurs, il l'appelait affectueusement son fils. Hiérarchiquement parlant, le général Kadanga Ballo a déjà gravi presque tous les échelons de l'armée. À ce jour, il ne lui reste qu'à être le général de corps d'armée et le général d'armée. De surcroît, il a été chef d'état-major de l'armée togolaise. Si le général Kadanga Ballo devait avoir quelque chose à gagner, disons que ça ne serait pas la petite place de commandant de régiment qu'occupait le colonel. Dans la vie, on est appelé à avancer et non à reculer. D'ailleurs, il le préparait à faire la même carrière que lui. Cette trajectoire qui se dessinait faisait même grincer déjà les dents à certains officiers. Des ratés dans le maquillage de la scène du crime plus tard, pour se rattraper, sûrement avec l'intervention d'autres experts plus futés, il a été remarqué qu'il y a des ratés dans le maquillage de la scène qu'ils ont décidé de requalifier. Ainsi, avec les éléments de preuve qui sont en place, les spécialistes de la mafia ont décidé de simuler le crime plutôt en un assassinat au cours duquel l'acteur principal serait le chauffeur, le caporal Songuine. Ainsi, la mise en scène tentait vainement de démontrer que le chauffeur ne serait pas sorti du camp avant l'heure du crime. Dans cette optique, ils prirent soin de relooker la scène en l'entourant d'un flou artistique, ce qui va compliquer les enquêtes. Tout ce montage n'a convaincu personne. Mal intentionnés, les enquêteurs ont eu du mal à faire parler tous les faits dans le sens de la nouvelle qualification. Ce jonglage a donné au procès l'allure d'une symphonie inachevée. Malgré tout, les juges qui sont cooptés dans un esprit subjectif sont restés jusqu'à la fin du procès muets sur le nom du vrai coupable de qui les autres prévenus sont complices. Qui est le coupable ou le commanditaire de l'assassinat du colonel Madjoulba? La tentative de charger injustement le caporal Songuine du crime de son patron n'a pas convaincu l'auditoire pour la raison que le maquillage de la scène du crime est faux. Finalement, le crime n'a ni pris le visage du suicide ni celui d'un crime dans lequel l'homme orchestre serait le caporal Songuine, le chauffeur. Quant au colonel Agbankou, l'adjoint du chef-corps assassiné, son péché vient de ce qu'en toute ignorance il aurait naïvement empêché le chauffeur de ramener discrètement les armes et munitions au bureau pour corroborer la thèse du suicide. Le colonel Agbankou n'étant pas dans les secrets des dieux, il ignorait tout des stratégies que les criminels affûtaient pour donner au crime les apparences du suicide. Pour l'avoir fait, il est apparu comme le saboteur de l'opération telle que le voulaient les criminels pour se tirer à bon compte de l'affaire. Ceux-ci voulaient donner un pinceau au maquillage de la scène. À qui profite l'assassinat du colonel Madjoulba? La bonne question que les juges ont manqué de se poser est celle de savoir, à qui profite le crime? La réponse à cette question est donnée par la lettre à titre posthume du président de la Cour constitutionnelle, le juge Aboudou Assouma. Cette lettre publiée à titre posthume en dit long sur cet assassinat. Voici in extenso cette lettre. Mon cher et très respectueux Président Fort, sans me départir de l'humilité qui convient pour m'adresser à votre personne, investie d'une si haute et illustre autorité comme la vôtre, souffrez que je vous dise ici ces quelques mots que vous trouverez forts, mais que je retiens indispensables et urgents. La nouvelle de l'assassinat de votre officier Toussaint Bitella, qui, mieux que nous tous réunis, vous estime et vous respecte pour vous avoir démontré et exprimé, clairement et courageusement son opinion sur ce fameux 4e mandat, me force à vous déclarer simplement et catégoriquement que je ne suis pas d'accord avec vous pour cette fois-ci. Oui, je ne suis plus d'accord. Je me suis tu, je me suis contenu, mais je regrette sincèrement de vous avoir remis sur ce siège. Mon cher président, je vous respecte profondément, mais laissez-moi vous dire que vous avez débordé, vous avez exagéré, allez à Jacques Taher. Oui, vous me rendez la tâche trop compliquée cette fois-ci. Le sang que vous venez de verser sur votre trône patriarcal est trop chaud, trop brûlant. Vous l'aurez déjà ressenti vous-même. Même votre silence, mon silence résonne tellement fort au point de casser les tympans. Alors, acceptez que je vous fredonne mes reproches, je comprends combien vous en avez besoin, en ce moment.
car en cette heure-ci, tous ont peur de vous, et très difficilement, vous trouverez qui puisse vous aimer jusqu'à vous dire la pure vérité, cette vérité libératrice. Vous avez franchi le Rubicon. Aussi, faut-il que je vous interpelle. Pour toi, et toi seul, j'ai accepté de ne pas considérer toutes ces irrégularités qui ont émaillé ta copie du 22 février dernier. Délibérément et par respect pour toi, j'ai évité de prendre en compte l'argumentaire de la dynamique, oh, combien clair, probant et convaincant de la victoire écrasante de notre vieil ami Agbeyom, celui que de façon unanime ou presque le peuple togolais a choisi de suivre dorénavant. Je me rends à l'évidence que tu ne m'as pas fait confiance, pas du tout, et à présent avec cet ultime acte, tu viens de remettre en cause toute notre opéra. Pour toi, j'ai accepté de ne pas évoquer l'erreur commise par nos braves agents du terrain, qui ont laissé circuler les fameux carnets de bulletins prévotés de l'imprimeur Toundé. Pour toi, j'ai fermé l'œil sur les nombreux cas où les votants ont dépassé les inscrits, créant un embarrassant précédent on ne peut plus inédit et inextricable. Pour toi, j'ai consenti à maintenir non sans quelques stratagèmes les 70% produits par la machine. Hélas not last, par amour pour toi et pour toi seul, j'ai bravé même cette malédiction divine suspendue, telle une épée de Damoclès, au geste de cautionner la non-vérité, le score non vérifié dont l'effet perdurerait jusqu'à ma 3e génération. Même si nous ne sommes pas encore au Gondwana, il y a là assez de matière à inquiéter plus d'un. Bitala n'est plus, mais je parie que nous aurons affaire à des milliers de Toussaint Bitala. Que dis-je? Tu auras affaire avec bien d'autres Bitala. Blague à part, tu aurais laissé Majulba. Tu aurais dû ne pas le toucher et ensemble nous l'aurions contraint au silence autrement, comme nous savons si bien le faire, ainsi que cela se fait sous d'autres cieux. Mais le fait de lui avoir retiré le souffle rend la bataille vraiment inutile. Je ne saurais combattre un mort qui crie dans ma tête et dans ma conscience. Regarde un peu vers la direction de notre peuple, oui, ce peuple qui a voté pour toi. Regarde vers ces visages lourds de larmes. Moi, je vois déjà se déplacer un Mont Blanc, qui avance tel un cheval blanc. Je dénote quelque chose qui me dépasse. Ce que je note là s'impose à moi, et je m'incline à présent. L'exco notamu, l'exco noto, oui, moi Boudou, j'abdique, oui, moi Souma, j'assume mon impuissance devant la douleur de ce peuple dont le regard silencieux crie et bourdonne dans mes veines. Mon cher président, souffrez que je vous le redise très respectueusement, allez à Jacta es dixit à Boudou Souma. Fin de citation. Cette lettre se suffit à elle-même pour nous faire comprendre la circonstance de la mort du brave colonel Toussaint Bittel Majulba. Elle se passe donc de tout commentaire. L'assassinat de Toussaint Bittel Majulba, une belle occasion pour faire d'une pierre deux coups s'il y a, depuis 1960, une affaire qui a ému le Togo et ses dirigeants c'est bien, après le coup d'État de 1963, l'assassinat du colonel Majulba. Il n'y a pas de doute que la tentative d'assassinat de Gilles Christ Olympio et l'assassinat de Tavio Amorin ont aussi ébranlé le Togo mais n'ont pas créé autant d'émoi que l'assassinat du colonel Majulba dans la nuit du 3 au 4 mai 2020. Cette affaire a fait la peur panique dans les camps. Les deux crimes ont fait certes du bruit mais ils n'ont pas fait trembler la Grande Muette comme le meurtre du colonel Majulba. Ce crime a atteint toute la Grande Muette pour la raison qu'il a été perpétré dans un camp militaire. Ce qui met en doute la capacité de l'armée à nous sécuriser. Le scénario relatif à une affaire décrit une scène du milieu mafiosi. Comme au cœur de la mafia de Palerme, il est difficile de connaître les tenants et les aboutissants de cet assassinat. Cette affaire n'a ni de tête, ni de queue. Elle est pareille à un serpent de mer. Il est difficile de savoir qui peut être le commanditaire et qui en sont les exécutants. Cet assassinat est semblable à une équation dont la résolution se fonde sur l'infini. Pour cette raison, beaucoup de montages faits pour détourner la responsabilité du vrai commanditaire qui évite de porter la poisse. C'est alors qu'est venue l'idée de sacrifier quelqu'un dont la compétence faisait peur. À cette fin, les serviteurs et les firent des montages pour faire porter le chapeau à un des fidèles parmi les fidèles. Le général Kadanga Balo est l'agneau sacrificiel. On devait s'attendre à ça depuis qu'on s'est servi de lui pour arrêter Pachagna Singbe. Il était devenu un épouvantail pour le pouvoir. C'est une simple déduction mathématique. Après cette opération sans savoir qu'il cristallisait des peurs bleues, devenu l'homme à abattre, si on se réfère à la théorie que Nicolas Machiavel a développée dans son ouvrage Le Prince. Dans cette optique, on pouvait prédire que ce qui est arrivé au général Kadanga Balo, lui qui était l'irréductible défenseur du régime, devait arriver. Lentement mais sûrement ses détracteurs préparaient le bouillon de la vengeance à feu doux.
À cette fin, il distillait des informations contre lui. À ceux-ci sont venus s'ajouter les partisans d'Atchadam qu'ils se sont engagés à mater avec la plus grande rigueur. Naïf, le général Kadanga Ballo l'a été. Il croyait que ses prouesses plaisaient à la plus haute hiérarchie militaire et politique. Mais, en réalité il se trompait. Il n'a pas compris que celle-ci était trop pour lui. Il ne savait pas que quand on soupe avec Lucifée, il faut se munir d'une longue louche. Le général Kadanga Ballo n'a pas aussi compris que la sauce du gombo se mange à distance. Le général Kadanga Ballo n'a pas surtout enfin compris qu'il donnait plutôt des insomnies à la haute hiérarchie. Le général Kadanga Ballo n'a pas compris que la méthode selon Nicolas Machiavel dans son ouvrage intitulé « Le Prince », pour prendre le pouvoir et le conserver, il faut écraser les collaborateurs les plus en vue. Sur ce, on peut conclure que Nicolas Machiavel reste le meilleur conseiller de tous les dictateurs du monde. En somme, aujourd'hui la famille du colonel Majulba et toute l'opinion togolaise sont loin de croire que le général Kadanga Ballo est l'auteur du meurtre de cet homme. En clair, il a été éliminé par mesure de prudence. De même, le général Kadanga Ballo, même s'il a la chance d'être encore vivant, son tour est arrivé aujourd'hui d'être au frais pour éviter qu'il ne soit tenté un jour de... À dessein, les juges du tribunal militaire ont manqué de rigueur dans l'exploitation de certains éléments clés du dossier. En effet, on se rappellera que lors du procès, Akona, la secrétaire du colonel, déclarait avoir entendu des bruits qui l'ont donné la truie. En effet, elle disait qu'elle avait entendu quelque chose comme de la prière. Elle s'était demandé pourquoi le chef ne les ferait pas à la maison et c'est au bureau qu'il vient pour les faire. Elle a aussi ajouté qu'après ces prières, elle a entendu dire « sortez de mon bureau ». Ceci laisse penser que certaines gens se sont introduites dans le bureau pour commettre le forfait. L'échelle qu'on a trouvée derrière le bureau est une diversion. Ces faits qui devaient retenir l'attention du tribunal sont passés inaperçus. Qui était au bureau du colonel à cette heure si tardive? En voilà une question que le tribunal devait poser. Ces faits auraient fait penser à l'intrusion des malfaiteurs dans son bureau. Mais la complicité était si grande dans le camp que personne n'a osé lever le petit doigt. Comment de pareils événements peuvent se produire dans un camp sans que la DO, un groupe de militaires retenus au camp pour parer aux éventuels cas imprévus? Pourquoi n'a-t-on pas pris en considération l'observation du général en ce qui concerne la balle extraite qui n'est pas les munitions que les Beretta utilisent? Il a même ajouté que c'est une balle israélienne que la garde présidentielle utilise. Cette déclaration n'aurait pas été suffisante pour amener les juges à sonder d'autres pistes. En plus, celui qui est chargé de servir le colonel déclare avoir entendu un bruit qu'il a assimilé à la chute d'une manque sur le toit en tôle. Pendant le même temps, les agents qui étaient de DO, en toute indifférence, disent qu'ils regardaient un film porno. Quelle démission curieuse des soldats dans un camp d'élite. L'autre fait insolite que les juges n'ont pas cru devoir s'intéresser à la mort par torture du sergent Aluyan, un prévenu à qui la NR aurait cassé 5 côtes. Pourquoi la mort de ce tireur d'élite, reconnu de tout le monde au camp FIR, n'a pas retenu l'attention du tribunal? L'homicide volontaire du sergent Aluyan cache quoi? Ou qui? N'était-ce pas lui, ce tireur d'élite auteur du coup fatal? D'ailleurs, lors du procès, tous les experts ont qualifié le tir fatal de professionnel. Pourquoi le sergent-chef Ocanto et autres ont refusé de répondre à l'appel au secours de Akona, la secrétaire? Pourquoi y a-t-il eu cette nuit du 3 au 4 mai 2020, de nombreuses désertions dans les postes de garde? Est-ce que la consultation minutieuse du téléphone du caporal Sanguine par les experts n'aurait pas permis de savoir qui l'a appelé la nuit et pourquoi faire? Enfin, le temps du sacrifice est venu. Le général Kadanga Ballo est payé en monnaie de singe. L'assassinat du colonel Majulba et le procès de ses soi-disant coupables a été une occasion en or pour se débarrasser d'un homme qui a été de tout temps redouté. Le général Kadanga Ballo qui faisait peur a été payé d'une monnaie de singe. L'histoire de ce pays offre d'innombrables exemples qui corroborent cette philosophie. En effet, dans les années 1990, le général Gnassingbé, le père de Ford, n'aurait jamais repris en main son pouvoir si un groupe d'officiers kabylais, parmi lesquels il convient de citer les colonels Koumabi Toniwe et Djoyoma, ne s'était pas sacrifié. N'eût été la détermination légendaire de ces deux hommes, Eyadema aurait quitté le pouvoir par la petite porte. Mais quand la tempête est passée, les deux hommes ont été écartés, sans ménagement. Si le premier doit sa vie à son exil au Burkina Faso, le deuxième s'est pourri dans une cellule de la prison de haute sécurité à Kara. Il en est ressorti complètement défait pour aller mourir. Au-delà de l'assassinat du colonel Majulba, que dire de la mort du colonel Bataba et autres? À propos de la mort du colonel Bataba,
Il faut être un devin pour dire avec exactitude les causes de l'accident à l'issue duquel cet officier a perdu la vie. La mort du colonel Bataba consécutive à celle de son frère, a-t-elle un rapport de cause à effet avec celle du colonel Majjoulba? Beaucoup de Naouda le pensent. De sources dignes de foi, il paraît qu'à la vue du corps impressionnant de son frère, cet officier aurait manifesté un état d'âme qu'on aurait rapporté au commandement qui décida de l'envoyer en mission à l'issue de laquelle il n'est plus jamais revenu. Sa réaction serait interprétée comme des menaces. L'assassinat du colonel Majjoulba est-ce une cabale des Kabila contre les Naouda? Vivant en parfaite intelligence, les Kabila et les Naouda ont toujours été des complices jusqu'à ce qu'un couac intervienne dans les premières années des indépendances. Les faits remontent au temps où le colonel Kléber Dadjo dirigeait la transition après le coup d'État de 1963. Suite à une mésentente avec Eyadema, un certain Majjoulba, père du colonel défunt, avait pris la tête d'une fronde Naouda contre les Kabila qui a failli perturber l'unité du commandement par la création d'une faction à caractère tribal. Arrêté et mis en tôle pour quelques temps, Eyadema ordonna sa mutation du corps militaire vers un autre corps où il prit sa retraite. Tel père tel fils dit-on souvent. Comme l'avait tenté le père, le fils a voulu suivre sûrement les pas du père. Il n'est pas étonnant, car le colonel Majjoulba est le fils de son père. Fort de cela il donnait des insomnies au fils d'Eyadema Gnassingbé, surtout qu'après les élections, il aurait refusé de donner le drapeau au président élu. Ceci n'explique-t-il pas cela? Et si le général Kadanga était le capitaine Alfred Dreyfus du Togo, l'histoire du général Kadanga Ballo n'est-elle pas pareille à celle d'Alfred Dreyfus? En effet, dans la nuit du 3 au 4 mai 2020, le colonel Majjoulba fut assassiné par des inconnus. Mais dans la même nuit, le général Kadanga Ballo est accusé à tort ou à raison par des rumeurs distillées sûrement par les vrais assassins d'en être le coupable. Comme le dit une sagesse kabyle, la chanson qui est déjà apprise est facile à se reprendre en chœur. À partir de ces rumeurs qui ne se fondent sur rien de sérieux, le général Kadanga Ballo est indexé comme coupable de l'assassinat du colonel Majjoulba. Ainsi, sans aucune enquête sérieuse, le tribunal militaire aurait entériné cette rumeur. Égard au refus du tribunal de tenir compte de certains éléments de droit, ce procès nécessite d'être révisé comme le procès du capitaine Alfred Dreyfus en France pour que le droit soit dit avec beaucoup de rigueur pour qu'on n'ait pas l'impression qu'il est simplement organisé pour éliminer quelqu'un dont on a peur. Concernant le capitaine Dreyfus, il faut rappeler qu'il était un officier d'état-major de l'armée de terre française injustement accusé par l'armée française d'être auteur de la fuite d'informations au profit de l'Allemagne. Il a été arrêté le 13 octobre 1894. Le Conseil de guerre le condamne lourdement après un procès truqué, avec des pièces falsifiées dans le dossier d'accusation. L'officier est envoyé dans un bagne à l'île du Diable en Guyane. Or Dreyfus ne cessera pas de se déclarer innocent. En parallèle, sa famille, des journalistes et des politiques le soutiennent, mettant au jour les anomalies du procès réclamant sa réouverture. Ce qui fut fait, qu'il me soit permis qu'à travers cet article de plaider pour la libération du corps du colonel Majjoulba afin que la famille fasse le deuil. Ceci permettra le repos éternel de son âme. Si en France, cela a été possible, ça devrait l'être aussi au Togo dans la mesure où les deux juridictions sont du droit romain. Vladimir Tamar.